Bien, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, chers amis, voilà, il me revient de vous accueillir à la BNF, de vous souhaiter la bienvenue aux côtés de Daniel Ververde, à qui je passerai la parole dans quelques instants. Voilà, va débuter aujourd'hui donc cette journée d'études et d'hommages en mémoire de Thérèse Delpech. Et j'ai bien dit d'études et d'hommages, c'est bien ainsi que nous l'avons conçu, avec un certain nombre d'amis depuis quelques semaines. Les deux termes sont inséparables, parce qu'il s'agit bien entendu pour nous, la plupart d'entre nous, sinon la totalité, ont bien connu Thérèse Delpech, sont parfois des amis ou ont été des amis très, très proches. Il s'agit donc bien entendu de commémorer, si je veux dire, cette personnalité unique et exceptionnelle, mais en nous situant, je dirais, autant que possible au niveau d'exigence intellectuelle qui était le sien. Donc vous avez vu comment la journée a été construite, les intervenants qui vont se succéder et qui étaient donc par le fait même pour la plupart des amis très proches, ne vont pas principalement évoquer des souvenirs personnels ou des témoignages, mais se concentrer sur les grands thèmes autour desquels tourne l'œuvre de la pensée et l'œuvre de Thérèse, qui nous reste présente par maintenant cette bibliographie très abondante qui sera disponible, puisque la Fondation pour la recherche stratégique l'a établie aussi complète que possible, une œuvre qui est à la fois remarquable, à la fois en étendue et en profondeur. Donc la matinée va être consacrée, après l'intervention inaugurale de M. Alain Juppé et de Jean-Claude Mallet, au thème, disons, lié à la stratégie ou à la géopolitique. Voilà un domaine dans lequel Thérèse s'était acquis une stature internationale incontestable. Elle s'était imposée avec autorité dans un milieu qui est d'ailleurs essentiellement masculin, avec, je dirais, sa connaissance et son ampleur de vue sur ces questions. Donc elle était dans ce milieu une personnalité respectée, admirée en général, redoutée par certains, car dans la dialectique, elle était tout à fait tranchante et pouvait être même plus que percutante, absolument. Donc il y aura donc deux tables rondes, l'une consacrée à l'avenir de la dissuasion nucléaire, qui était donc qui est le thème d'ailleurs de son ultime ouvrage, qui probablement n'est pas disponible en français, qu'elle a écrit en anglais, et qu'il faudra évidemment rendre disponible en français. Et puis, autre thème qui lui était très très cher, le déplacement du centre de gravité stratégique vers l'Asie, et qui sera donc le thème de la deuxième table ronde. Après cette matinée, donc il y aura une pause, une interruption relativement brève pour le déjeuner, et l'après-midi sera consacré plutôt aux thèmes qui d'ailleurs au fil du temps ont pris une importance croissante dans son œuvre publiée, et qui ont leur source dans, bien entendu, la lecture assidue qui était la sienne de tous les grands textes religieux, philosophiques, littéraires de tous les temps. Donc je voudrais ne pas prolonger ce propos inaugural, qui est vraiment simplement un mot de bienvenue et une introduction rapide. Je voudrais remercier très chaleureusement Camille Grand et la Fondation pour la recherche stratégique et toute l'équipe de la Fondation qui, avec la BNF, a organisé cette journée. Je voudrais évidemment remercier Daniel Ververde, le commissariat à l'énergie atomique, la direction d'application militaire qui est, je pense, très présente ici ce matin, où Thérèse a servi pendant de si longues années. Je remercie bien entendu aussi tous les intervenants qui vont se succéder aujourd'hui, qui ont pris leur temps, qui pour certains viennent de loin. Je voudrais adresser en particulier un salut très chaleureux à nos amis américains, britanniques, indiens aussi, qui nous rejoindront, car ils témoignent par leur présence, par leurs interventions, de cette aura internationale qui était celle de Thérèse.
Alors cette journée, bien sûr, pour nous, pour beaucoup d'entre nous, sinon pour tous, aura une couleur particulière, elle sera empreinte d'une réelle émotion, mais en réalité, je voudrais terminer par une pensée qui lui était chère. Thérèse disait souvent que les idées ont des conséquences, parfois tragiques d'ailleurs, mais l'absence d'idées n'en a pas moins. Et donc, c'est ce message qui a aussi une dimension éthique, évidemment, chez elle. L'intelligence n'était pas séparée d'exigences intellectuelles, n'était pas séparée d'exigences morales. C'est ce message-là que je crois nous voudrions faire entendre aujourd'hui, qui subsiste par-delà la mort à travers son œuvre. Et je crois que pour elle, il n'y aurait pas de plus bel éloge. En tout cas, merci infiniment de votre présence. Donc, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais moi aussi donc associer tous mes remerciements à tous ceux qui se sont mobilisés aujourd'hui pour que ce colloque, cette journée d'études en hommage à Thérèse ait lieu. Au premier rang d'entre eux, je voudrais évidemment remercier Bruno Racine, Jean-Claude Mallet et Francis Delon, dont je connais la très profonde amitié pour Thérèse et qui font tout pour que nous perpétuions sa mémoire. Et je crois que cette journée de travail, de réflexion, ce colloque, est réellement donc, j'allais dire, en hommage à Thérèse, est vraiment aujourd'hui un témoignage de cette volonté de perpétuer sa mémoire. Je voudrais également, et commencer par là, saluer M. Alain Juppé, qui, en venant ouvrir cette journée, nous rappelle combien Thérèse a apporté à notre pays et à la pensée humaniste, je crois plus généralement, qui lui est associée. La Fondation pour la recherche stratégique, avec la BNF, donc a construit cette journée et organisé des interventions. Et je crois qu'au fil des tables rondes et des exposés, des interventions, nous allons évoquer, nous allons balayer, nous allons revenir sur toutes les thématiques sur lesquelles Thérèse a aimé travailler, sur lesquelles elle a aimé développer, je dirais, ses propres idées. Alors, je voudrais, moi aussi, remercier vivement Camille Grand et à travers lui toute la FRS donc, pour ce travail de préparation pour cette journée qui, j'en suis sûr, sera une réussite. Un hommage à Thérèse ne pouvait se concevoir que comme un instant où tous ceux qui ont échangé, travaillé avec elle, des fois dans des situations, je dirais donc un petit peu, je dirais donc où la pensée pouvait presque être violente. Je crois qu'également donc tous ceux qui ont réfléchi aux civilisations avec elle devaient se rassembler pour réfléchir aux grands problèmes de ce début de XXIe siècle. Et je crois que finalement cette journée est bien organisée, bien équilibrée pour essayer de le faire. Aussi, et je dirais par avant, je voudrais réellement remercier de votre présence, vous tous qui êtes venus, et spécialement nos amis donc, qui viennent d'un petit peu plus loin, donc nos amis anglais, américains, indiens également, et tous ceux donc, qui se sont mobilisés pour que finalement cet échange d'idées qu'elle aimait tant ait lieu. Et je crois que cet échange d'idées ait lieu dans ce site qui est quand même un petit peu magique, qui est la grande bibliothèque, je crois, est quelque chose qui lui aurait plu, il me semble, même si elle n'aimait pas beaucoup les hommages. Voilà. Donc je crois que finalement, nous faisons quelque chose qui lui aurait plu. Alors pour terminer, et je voudrais également rappeler que Thérèse, dont vous connaissez, dont on va rappeler les écrits, dont vous connaissez les interventions publiques, était également, et depuis de nombreuses années, la directrice chargée de la prospective et de la stratégie au sein de la direction des applications militaires du CEA. Alors, il faut que vous sachiez qu'au travers de cette mission, elle a apporté une grande quantité d'informations et surtout d'analyses de très grande valeur que plusieurs ministres, plusieurs très hauts fonctionnaires donc en charge de notre pays ont salué comme étant de véritables avancées. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, cette partie de son œuvre, nous n'allons pas pouvoir l'aborder pour des raisons évidemment de nécessaire confidentialité. Néanmoins, je tiens à titre personnel et en tant que son ancien directeur à lui rendre également hommage pour cette partie de l'œuvre non publiable mais tout aussi fondamentale, je crois, à la contribution de l'avancée des idées dans notre pays. Je ne voudrais pas en dire plus, je laisse maintenant nos intervenants nous présenter justement la partie que je qualifierais en lumière donc, de l'œuvre de Thérèse et donc immédiatement, donc, je crois qu'il faut que la journée commence et soit ouverte. Monsieur le Premier ministre.
Bien, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous prier de m'excuser de vous avoir fait attendre, mais le Bordelais que je suis a perdu un peu l'habitude de la circulation, ou plus exactement de la non-circulation sur les ponts de Paris. Je voudrais remercier et féliciter Bruno Racine et Daniel Verwer d'avoir pris cette initiative qui nous permet de nous réunir aujourd'hui autour d'une femme d'exception, Thérèse Delpech. Je ne vous cache pas que quand j'ai appris sa disparition, ça a été pour moi un choc. Je ne l'avais pas vue depuis des mois et je ne m'attendais pas bien sûr à cette issue fatale, sans doute parce que, à mes yeux, elle incarnait d'abord la force de caractère, la force d'âme, et que je ne l'imaginais peut-être pas céder à la fragilité physique. J'ai connu Thérèse Delpech dans ses fonctions officielles, dans ses responsabilités professionnelles, notamment avec Bruno Racine à mon cabinet au Quai d'Orsay entre 1993 et 1995. Je l'ai revue lors de la rédaction du livre blanc sur la défense en 2007-2008, n'est-ce pas, Jean-Claude Mallet, ou encore lorsque j'ai co-présidé avec Louis Schweitzer le livre blanc sur la politique étrangère de la France en 2008, où ses avis m'avaient été précieux. Je ferai volontiers mienne cette phrase de la bande dessinée de Lanzac et Blin consacrée au ministère des Affaires étrangères, où elle apparaît et où elle est décrite comme la meilleure spécialiste des questions nucléaires, dont la présence jette souvent un froid dans les aréopages de diplomates. Vous avez évoqué tout à l'heure sa franchise et parfois sa brutalité. Nous ne partagions pas toujours les mêmes analyses, ni les mêmes positions. Je pense notamment à l'intervention américaine en Irak, où j'avais moi-même une vision différente de la sienne. Mais je respectais toujours ses engagements parce qu'ils étaient sincères, argumentés. Il m'arrive à Bordeaux ou même ailleurs de faire souvent l'éloge de la vertu de modération qui est si chère à un grand Bordelais, Montesquieu, ce qui ne m'empêchait pas d'admirer sa vision passionnée des problèmes du monde, parce que d'une certaine manière sa passion me semblait raisonnable ou raisonnée. Elle était fondée non pas sur la croyance mais sur le savoir, lui-même fruit d'un travail exigeant et d'une vaste culture. Je ne me risquerai pas à entrer dans tous les sujets de recherche qui ont été les siens ou dans toutes les idées qu'elle a développées dans ses publications, puisque ce sera l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Et je suis sûr que j'en lirai avec beaucoup d'intérêt les actes. J'écoutais en tout cas ces avertissements pressants sur un certain nombre de sujets diplomatiques particulièrement chauds. Je pense à la menace iranienne, je pense à la prolifération nucléaire, bien sûr, au Pakistan ou ailleurs. Et ces avertissements, sans concession, m'aidaient à y voir clair dans des négociations où parfois la complaisance diplomatique l'emporte sur la lucidité stratégique. J'ai toujours eu énormément de respect pour les diplomates et pour le Quai d'Orsay, et donc ils ne prennent pas mal cette expression de complaisance diplomatique. Vous n'êtes pas diplomate, Bruno, enfin je sais que vous avez beaucoup d'acquaintances, et chacun sait que mes 2 passages au Quai d'Orsay ont été pour moi des moments d'épanouissement personnel très importants. Mais enfin, la négociation assez contrainte, et c'est sans doute grâce à ces avertissements que j'évoquais tout à l'heure que la France a pris, par exemple, dans la négociation actuellement en cours avec l'Iran, une position particulièrement déterminée. Et j'avoue aussi qu'il m'arrivait de méditer son message sur le retour de la barbarie au XXIe siècle lorsque j'avais à discuter avec nos partenaires de la tragédie syrienne, dont j'ai dit que l'incapacité de la communauté internationale à la stopper a été une de mes plus grandes frustrations pendant les 2 dernières années. Hélas, le problème n'est toujours pas réglé. Je n'ai pas eu la chance de nouer avec Thérèse des liens d'amitié proches, de vivre ce que Mona Ozouf, dans son très bel hommage livré dans la revue Commentaire, appelle, je la cite, le coup de foudre de l'amitié. Mais tous les témoignages convergent pour souligner non seulement son indomptable courage, sa force d'âme, son intelligence lumineuse,
sa haute exigence morale, mais aussi son inclination pour la sagesse antique et médiévale. Quand j'ai repris connaissance en lisant le commentaire de sa thèse sur saint Anselme et la querelle des universaux, m'est revenu à la mémoire cette vaste culture. Son amour aussi de toutes les créatures, y compris les animaux, qui lui donnait beaucoup de proximité avec le poverello. L'attention qu'elle portait à chacun, notamment aux jeunes générations. Et Bruno Racine a très bien résumé dans l'article qu'il a lui-même donné à commentaire cette attention aux jeunes, je le cite, ou je la cite, « Les esprits les plus éclairés et les tempéraments les mieux trempés ne devraient pas se permettre d'oublier les frères humains qui après nous vivront », dont François Villon implorait la miséricorde dans la Ballade des Pendus. Au-delà du pessimisme souvent très noir qu'elle exprimait sur l'évolution de notre monde et sur certains sujets d'actualité encore brûlantes, je pense à la dissuasion nucléaire, c'est la grande clarté morale et intellectuelle dont elle rayonnait qui va désormais nous manquer. Et c'est la raison pour laquelle je tenais, par ces brefs propos, à m'associer à l'hommage que vous allez lui rendre aujourd'hui. Merci de votre attention. Bien, voilà, c'est une entreprise bien redoutable qui m'est demandée. Je vais essayer de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, sachant que je vais vous livrer des premières réflexions sur la pensée stratégique de Thérèse. Je dis première réflexion parce que la richesse de son œuvre, y compris l'œuvre qui est à la marge entre ce qu'elle a fait à la direction des applications militaires du CEA et la partie publique de ses ouvrages, à la marge parce que ce sont des notes, des cahiers, des projets d'articles ou des articles conservés, etc., que nous avons pu conserver et que nous commençons à exploiter, est extrêmement riche. Et je n'ai pas pu moi-même complètement faire le tour encore. Je l'ai dit tout à l'heure à Bruno Racine. Et je pense que l'ensemble de ces écrits méritera véritablement des études approfondies. Donc mon propos ce matin est d'abord d'essayer de donner un aperçu de la cohérence de cette pensée qui s'est cristallisée pour l'essentiel, cristallisée mais non pas figée, au milieu des années 90, après ses premières années à la direction des applications militaires. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je l'ai connu, tout à fait au début, en 1989-90. C'est intéressant parce qu'on voit une pensée qui se cristallise au confluent de la grande tradition humaniste déjà saluée, de sa capacité d'analyse philosophique, de son souci d'éthique que, Monsieur le Premier ministre, vous avez à juste titre souligné, et qui va dominer aussi sa pensée stratégique. Donc elle se cristallise à ce moment-là, mais elle va naturellement ne pas se figer. C'est-à-dire qu'elle est capable d'évoluer, et nous l'avons vu, ou je l'ai vu personnellement évoluer, à la fois dans la préparation des différents livres blancs auxquels j'ai eu l'honneur de contribuer, et encore depuis la sortie du livre blanc de 2008, dont je vais pas mal m'inspirer évidemment pour vous en donner quelques éléments de sa contribution. Mais depuis même 2008, quand nous avons commencé à réfléchir à ce que pouvait être un nouveau livre blanc au début de cette année, avec un petit groupe d'amis à l'initiative, à la demande de Francis Delon, qui en a été mandaté pour cela par le précédent gouvernement, nous avons aussi constaté à quel point il était possible pour elle, et sous son impulsion, pour nous, d'adapter précisément cette pensée stratégique à des évolutions extrêmement rapides, extrêmement profondes de notre environnement international. Donc il n'y a rien de figé, mais il y a des constantes. Et je vais essayer de décrire certaines de ces constantes qui sont pour vous, pour la plupart d'entre vous, familières, parce qu'on les retrouve précisément dans la doctrine stratégique de la France de ces dernières années, et pas seulement 2007-2008, mais très clairement, Thérèse Delpech a influencé la doctrine stratégique française, singulièrement, bien sûr, la préparation du livre blanc de 2008-2012, et de façon
tout à fait imprévu, nous avons pu aussi recueillir dans les travaux que nous avons faits de façon confidentielle au sens où il n'était pas public, en septembre, octobre et novembre, avec Bruno Racine et quelques autres. Certains sont ici, d'autres non, qui ont aussi fortement travaillé à cette préparation de l'actualisation de notre doctrine stratégique qui va se développer dans les mois qui viennent. C'est dire que nous avons un héritage extrêmement important qui va fructifier pour la suite. Et donc, ce que je vais dire n'est pas seulement une explication du passé ou une explication de sa pensée, mais aussi des éléments ou des clés pour comprendre comment sa vision stratégique peut s'adapter, y compris au futur, et au futur livre blanc, qu'elle influencera inéluctablement du fait des travaux que nous avons eus avec elle ces derniers mois, avant sa mort. Alors, peut-être d'abord commencer par dire que la pensée stratégique de Thérèse est particulièrement adaptée, mais elle part, je partirais pour l'analyse d'un constat, c'est qu'elle est capable de penser à la fois large et profond. Large, ça veut dire que quand on est à l'ère de la mondialisation comme aujourd'hui, et quand on a commencé à concevoir le livre blanc de la mondialisation, qui est celui de 2008, nous avions avec nous une personnalité capable et, je dirais, totalement à l'aise dans la réflexion sur l'évolution des grands pôles de puissance, leurs relations, leurs interrelations, leur capacité à rivaliser, leur capacité à passer des alliances, leur capacité à, au contraire, être en concurrence, voire le cas échéant, à risquer d'entrer en guerre. Donc la capacité à percevoir, analyser et faire comprendre aux autres l'importance, comme on l'a dit, et il y aura une table ronde sur ce sujet, de l'Asie. Tant de fois annoncée, mais qui était effectivement devant nous. Et depuis déjà plusieurs années qu'elle le disait, qu'elle scrutait le nombre de sous-marins de la marine chinoise, le nombre, la taille, la capacité, la portée des missiles balistiques intercontinentaux de la Chine, ou d'autres, qu'elle pouvait dénoncer les risques de conflits entre tous les voisins importants de la Chine ou entre l'Inde et le Pakistan. Donc tous ces éléments qui se traduisent dans le livre blanc et dans notre réflexion d'aujourd'hui sur la place de l'Asie dans la réflexion stratégique, et notamment la réflexion stratégique à la fois française et internationale, c'était tout à fait son monde. Donc le monde de la mondialisation, avec toutes les contradictions, aussi peut-être les lieux communs qu'elle pouvait dénoncer sur ces sujets, c'est vraiment totalement son atmosphère. C'est l'air qu'elle respire. Même chose sur les risques, la capacité à analyser les risques nouveaux qui ont eux-mêmes une vocation, une dimension transversale, où la sécurité intérieure et la sécurité extérieure sont étroitement entremêlées. Ce qui ne faut pas dire qu'il faut les traiter de la même façon, mais qu'il faut prendre la conscience de cette dimension. La capacité aussi à prendre en compte dans la stratégie le rôle de la société politique, le rôle du décideur. Bon, je vais y revenir. Tout cela fait que Thérèse se trouve à l'aise dans un environnement qui est devenu totalement mondialisé au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Ça, c'est le large, le grand large. Et puis, c'est aussi le profond. Parce qu'évidemment, le bagage intellectuel, philosophique, humaniste de Thérèse est totalement toujours présent dans ses écrits, y compris ses écrits, j'allais dire, militaires, ses écrits stratégiques. Non, l'ouvrage auquel je vais me référer le plus aujourd'hui, qui est d'ailleurs l'un des moins connus, qui s'appelle « La guerre parfaite » de 1998, est le temps où elle cristallise cette capacité d'analyse entre la capacité à convoquer Thucydide, Montesquieu, à convoquer Homère et Raymond Aron, à convoquer Mao Tse-tung et Henry Kissinger, et à les faire s'éclairer l'un l'autre pour formaliser la réflexion stratégique. Cette capacité est évidemment assez unique en France. Elle est aussi capable, parce qu'elle est totalement familière, d'utiliser les fruits, les enseignements de l'histoire militaire, de l'histoire d'Hannibal à Cannes, de la façon dont Maurice de Saxe conduit la bataille de Fontenoy, de la façon dont aujourd'hui Michael Howard développe une conception de l'histoire militaire qui a une influence sur la réflexion et la pensée stratégique aujourd'hui. Voilà, donc pensée large et pensée profonde. Fondamentalement, elle épouse les préoccupations de Raymond Aron.
juste pour ne pas revenir sur l'ensemble de ces géants qui nous occuperaient toute la matinée, mais quand même, deux préoccupations qui vont être au cœur de sa pensée stratégique, et comme je l'ai dit, dans une filiation par rapport à Raymond Aron. Comment prévenir la guerre? Première question. Comment éviter qu'un conflit qui s'est déclenché, un conflit qui a une dimension régionale, ne monte aux extrêmes? Deuxième préoccupation. C'est vraiment le cœur de sa réflexion, et c'est une des clés, je ne prétends pas donner toutes les clés ce matin, une des clés de sa pensée stratégique. En particulier, comment éviter la montée aux extrêmes. Donc évidemment, la pensée stratégique de Thérèse Delpech est terriblement influencée, j'allais dire traumatisée, par le XXe siècle. 2 guerres mondiales, et après 1945, comme elle le dit dans l'introduction de ce livre de 1998, intitulé « La guerre parfaite », après 1945, 20 millions de morts, 150 conflits, dans des conflits dits de basse intensité, terme qui la révolte, évidemment. Beaucoup la disent pessimiste, et il y a un certain pessimisme, mais c'est un pessimisme actif, mais je la crois surtout lucide. Elle est lucide sur les déséquilibres profonds qui, aujourd'hui, commandent le risque de paix et de guerre. Ces déséquilibres, c'est d'abord le fruit des inventions du XXe siècle qui ont porté à leur plus haut degré la capacité de violence de l'homme et à leur plus haut degré le pouvoir de destruction des armes. La violence en l'homme et la capacité de destruction des armes qui se sont manifestées, concrétisées au cours du XXe siècle sont telles qu'elles créent une rupture dans notre humanité. Voilà. Et ça, c'est un élément fondamental de la réflexion stratégique de Thérèse à partir du moment où elle s'y engage dans les années 90. D'autres déséquilibres vont évidemment la hanter. La coexistence entre un maximum de puissance, notamment de puissance militaire, économique, et un minimum de volonté politique. Et ce contraste, ce déséquilibre est le risque fondamental qu'elle ne cesse de dénoncer. Elle ne cesse de nous dire, vous devez vous défendre, vous avez le maximum de puissance, particulièrement vous, occidentaux, et comme vous avez le minimum de volonté, ou que vous avez une société politique qui est de moins en moins capable de s'exprimer de façon volontaire et d'être capable de diriger cette puissance, alors vous courez à la catastrophe. Je résume. Voilà, c'est ce type de déséquilibre qu'elle ne cesse de dénoncer et qui, pour elle, forme la toile de fond de toute définition de la stratégie de défense. Et ça va l'amener, dans ce livre de 1998, à être, en quelque sorte, l'une des premières à dénoncer, juste en étant dans la 98, hein, vous voyez la période, c'est l'année des essais nucléaires indiens et pakistanais, on est dans la fin, l'après-guerre froide déjà, je dirais même le début de l'après-guerre froide. On a les leçons de la guerre en Irak, la première guerre du Golfe. Une nouvelle guerre en Irak menace presque chaque année, on l'a un petit peu oublié. On a eu à la fois le contraste entre la guerre éclair en Irak, Koweït plutôt, puis en Irak d'une part, et d'autre part les atrocités interminables de la guerre en Bosnie, du siège de Sarajevo, du massacre de Srebrenica, du Rwanda, etc. Voilà, on a cette espèce de contraste. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dénonce la guerre parfaite, c'est-à-dire, nous le connaissons, le zéro mort, le risque que la toute-puissance technologique des armées, notamment des armées occidentales, ne se heurte par ailleurs à toutes sortes de formes de contournement, tout simplement parce que la capacité de décision qui permet de décider et d'orienter l'usage de cette puissance risque de disparaître. Et donc, in fine, comme d'ailleurs chez tous les grands penseurs stratégiques, elle revient sur le facteur majeur, central de la définition d'une stratégie, ou tout plus exactement de la clé de la stratégie, qui est l'homme, le décideur. Et donc, elle introduit dans sa réflexion, dans la façon dont elle aborde les problèmes, comme l'a évoqué M. Alain Juppé à l'instant, comment aborder la question iranienne, la question irakienne, la question chinoise, etc. Je vais y revenir dans un instant. Si on ne pense pas que le décideur politique, s'il est suffisamment, je dis ça en souriant, intelligent, volontaire, audacieux,
est capable de renverser toutes les situations. C'est valable aussi pour l'adversaire. Si l'adversaire est suffisamment audacieux, intelligent, volontaire, alors il pourra percer la muraille adverse, quelle que soit la taille, l'épaisseur de cette muraille ou de cette cuirasse. C'est une leçon de l'histoire militaire qu'elle ne cesse de militer et de rappeler dans ses ouvrages. Et elle ne cesse de citer aussi les exemples qu'on retrouve parsemés dans les notes qu'elle a laissées. Elle cite, par exemple, Churchill. Je cite une phrase, je crois, qu'elle méditait souvent. « Le courage est considéré à juste titre comme la qualité humaine la plus estimée, parce que c'est celle qui garantit toutes les autres. » Voilà. Pour elle, le courage du décideur, comme le courage des soldats, qu'elle respecte, j'y viendrai tout à l'heure, est fondamental dans la stratégie. Le négliger en faisant une part excessive au tout technologique est une erreur fondamentale que les démocraties occidentales risquent de faire. Alors peut-être, ayant posé quelques-uns de ces jalons, juste rappeler pour vous, qui la connaissez bien, certains des éléments fondamentaux de sa réflexion stratégique, des grands thèmes. Bien sûr, je l'ai déjà dit, je le redis, l'affirmation de l'Asie comme centre de gravité de la stratégie internationale. Pourquoi? Nous en avons beaucoup parlé au moment de la commission du Livre blanc, et d'ailleurs il y a eu un débat au sein de la commission pour la préparation du Livre blanc. Quelle place donner à la problématique de la sécurité en Asie dans la définition de la stratégie d'un pays comme la France ou d'un ensemble de pays comme l'Europe? Elle daubait souvent, elle a d'ailleurs apostrophé M. Solana publiquement dans son audition publique, la première audition publique de la commission, sur le fait que la stratégie de sécurité de 2003, rédigée par M. Solana, grâce à lui, j'allais dire, parce qu'au moins on en avait une à cette époque, elle daubait le fait qu'il y avait 2 lignes sur l'Asie dans la stratégie de sécurité de 2003 et appelait de ses voeux quelque chose d'un peu plus corpulent. Et dans notre réflexion au sein de la commission, nous avons été amenés à peser quelle devait être l'importance, la conséquence à tirer de l'affirmation évidente de l'Asie sur la scène internationale. Et quand nous avons examiné aussi les scénarios de crise dans lesquels les intérêts de sécurité d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité comme la France pouvaient être engagés, ou d'un pays comme la France, fondateur de l'Union européenne, et engagé avec ses partenaires européens dans le grand jeu économique mondial, quelle était l'importance que nous devions accorder à l'Asie? Devait-il être premier ou non? Évidemment, elle était au premier rang de ceux qui disaient il doit être premier. Pourquoi? Non seulement à cause de la puissance économique, mais aussi à cause de la puissance militaire. Que dirait-elle aujourd'hui où la somme des dépenses militaires des pays d'Asie a dépassé pour la première fois dans l'histoire la somme des dépenses militaires des pays d'Europe? Et donc elle suivait en effet de très très près, je suis sûr que Daniel ne me démentirait pas, de très très près l'évolution des arsenaux dans cette région du monde, de très très près et avec les moyens que donne, les moyens d'accès que donne la possibilité d'avoir accès aux sources de renseignements dans ce domaine. Donc elle comptait, j'ai retrouvé encore des textes où elle comptait le nombre de sous-marins de la flotte en cours de constitution, y compris les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et les sous-marins d'attaque, nucléaires ou non, de la marine chinoise. Pourquoi est-ce qu'elle s'en inquiétait? Parce qu'elle estimait à juste titre, et nous partagions cette vue, que dans un ensemble continental où des questions de frontières n'étaient pas résolues, et où nous n'avons pas aujourd'hui, et nous n'avons pas pour un moment, d'accord de paix entre le Japon et la Corée, entre les 2 Corées, entre la Chine et ses grands voisins, entre l'Inde et le Pakistan, tout pays que je viens de citer qui ont des armes nucléaires, révélées ou cachées, eh bien le risque de la confrontation entre ces grandes puissances dotées d'armes nucléaires crée encore aujourd'hui un risque majeur pour la sécurité internationale. Et l'une des raisons pour lesquelles elle traque la Corée du Nord dans ces différentes activités illicites, c'est bien lié à l'existence de ce risque. Donc l'Asie. La question russe reste une question un peu énigmatique
depuis la fin des années 90, mais qui est complètement au centre de sa réflexion stratégique et sa crainte permanente d'un retour d'un système non seulement non démocratique, mais le cas échéant offensif, agressif dans ses réactions, avec une utilisation des moyens militaires. Dans ses textes sur la dissuasion, je n'ai pas pu lire le tout dernier qui a été rendu public sous l'égide de la Rand Corporation, mais dans les textes que j'ai retrouvés, notamment ceux de 2009-2010, donc postérieurs au livre blanc, elle écrit très clairement que le maintien d'une capacité nucléaire, et notamment d'une capacité nucléaire tactique russe, et les ambitions qu'aurait-elle dit si elle avait eu connaissance de l'ensemble des déclarations récentes des dirigeants russes sur les questions, le programme militaire, posait une question qui restait fondamentale pour la sécurité européenne. Peut-être une vision un peu réductrice à mes yeux de ce qu'est la Russie, de ce qu'est son appartenance à la société européenne, de ce qu'est aussi de ce qu'en sont les ressorts qui sont aujourd'hui à l'œuvre en Russie, mais en tout cas une vision lucide sur la réalité d'un effort militaire dans ce domaine. D'autres questions nous ont évidemment hantés et continuent à nous hanter. Bien sûr, l'évolution de la politique américaine, de sa capacité. Elle était extrêmement frappée, elle reste extrêmement frappée d'abord par la capacité de résilience de la société américaine, beaucoup plus importante, beaucoup plus organisée que la capacité de résilience aujourd'hui de nos sociétés ouest-européennes. Je ferai peut-être une exception pour la Grande-Bretagne. Et donc elle misait fortement sur la capacité militaire et la puissance globale des États-Unis comme étant un instrument, j'allais dire, de maintien de l'ordre dans le monde, mais non pas dans un sens négatif, mais qu'il y ait au moins une référence et une capacité à faire valoir nos valeurs, à faire valoir aussi une certaine forme d'ordre qui pouvait être parfois injuste, mais qui au moins était là. Et sa grande crainte, nous en avons discuté longuement dans les mois de l'automne dernier, sa grande crainte était qu'un affaiblissement américain ne conduise à tout simplement une perte de référence de l'ensemble des pays sur la scène internationale et l'incapacité à avoir un minimum de référence à la fois éthique et ordonnée pour la conduite des affaires du monde. Et c'est bien effectivement un des risques auxquels nous sommes confrontés et un des scénarios sur lesquels nous avons travaillé ces derniers mois et sur lesquels nous allons travailler dans les mois à venir, que de savoir si la mise en perspective, la relativisation de la puissance américaine et de la puissance des alliés débouche sur un nouvel ordre international dans lequel les puissances majeures qui sont en train d'émerger en Asie, mais pas seulement en Asie, également en Amérique du Sud ou en centrale ou en Afrique, progressivement, si cet nouvel ordre sera effectivement un ordre ou si ce sera le chaos, sans référence. Et je crois pouvoir dire qu'elle a une certaine confiance dans la capacité des États-Unis et des pays, y compris européens, mais c'est une confiance, je dirais, limitée, compte tenu, et c'est l'autre point, compte tenu de la faiblesse qu'elle ne cesse de dénoncer, non pas tant de l'effort militaire, encore que ça l'inquiète, mais de l'effort de volonté des Européens à se constituer effectivement en élément majeur capable d'influer les affaires du monde. Et du coup, effectivement, il y a, et c'est là que je dirais des évolutions, autant on peut sentir dans les années 90 ou au début des années 2000, y compris dans nos travaux pour le livre blanc en 2007-2008, une certaine forme d'espérance qui demeure sur la capacité des Européens à agir et à se coordonner, à s'unir au sein d'une capacité de défense européenne. Il ne faut pas oublier qu'en 2007-2008, on est au lendemain de la signature du traité de Lisbonne, et donc le livre blanc de l'époque est fortement influencé par l'espérance portée dans les différentes clauses de ce traité en matière de défense commune. Mais en 2011, le gel de toute avancée dans le domaine de l'Europe de la défense est tragique, est vécu comme tout simplement la disparition progressive, programmée, d'un acteur majeur sur la scène internationale. C'est ce qui explique son attachement viscéral à l'organisation atlantique. Pourquoi, comment faire, comment assurer la défense, notamment de l'Europe, si on ne mise pas, j'allais dire pour elle, presque tout, sur l'organisation atlantique, qui est la seule à offrir les capacités militaires et offrir le linkage, vieille notion de la stratégie européenne, avec les États-Unis d'Amérique. La seule à offrir aussi les capacités multinationales militaires
capable de conduire véritablement des opérations dans le monde moderne. Donc une vision de plus en plus pessimiste des Européens, non pas qu'elle soit pessimiste par nature sur ce sujet, mais simplement elle constate l'effondrement de la volonté des Européens de construire une défense commune. Au-delà de ces éléments un peu géostratégiques, il y a quelques éléments importants dès les années 90 sur les grands types d'inflexions qui peuvent orienter les évolutions de notre appareil militaire. Juste vous donner un exemple qui m'a vraiment frappé. On est en 98, donc seulement une dizaine d'années après la révolution Internet. Alors, ce texte n'est pas de 2008 ou de 2010, mais je vous le cite quand même. Le centre de gravité est de plus en plus constitué par des systèmes d'information. L'attaque de ces systèmes peut être le fait de pratiquement tout pays qui a la possibilité de s'offrir les services de bons spécialistes des systèmes informatiques. La DGSE est dans la salle? Je ne sais pas. Des étudiants brillants peuvent déjà, dans certains cas, faire l'affaire. Quelques années de formation suffisent. Le système le plus sophistiqué, tel celui des États-Unis, peut être gravement atteint par des virus susceptibles de s'infiltrer dans les sous-systèmes qui dépendent des systèmes centraux. Ceux qui vivent de l'information peuvent mourir de l'information, etc., etc. Il y en a 2 pages entières. On est en 98. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement naturel, mais à l'époque, ce n'était pas absolument évident. Alors, il a fallu d'ailleurs le livre blanc de 2008 pour qu'on inscrive la lutte informatique offensive et défensive comme un des objectifs centraux de notre politique de défense. Il y en a d'autres, je pourrais citer d'autres exemples. Mais je voudrais venir à la préoccupation centrale de Thérèse Delpech, qui est au cœur de sa pensée stratégique, ce sont les armes de destruction massive. Vous le savez bien, et vous allez d'ailleurs en parler dans les tables rondes. Les armes de destruction massive, nucléaires, biologiques, chimiques, sont une obsession de Thérèse Delpech et de sa pensée. Et elle gouverne beaucoup de ces éléments de sa pensée stratégique. C'est pour ça, je crois, c'est ce qui explique, je crois, sa position sur l'Irak. C'est ce qui explique aussi sa position sur l'Iran. Je pense qu'on ne peut pas comprendre la position de Thérèse, qui a effectivement été contestée, qui n'était pas partagée par tous, Monsieur le Premier ministre. Je dois dire que je partageais votre propre opinion. Nous n'étions pas tout à fait d'accord avec Thérèse sur ce sujet. Mais sa position était clairement que la détention par Saddam Hussein, que nous pensions tous, il ne faut pas dire qu'il n'y avait que les Américains. Moi, j'ai présidé, on en a parlé d'ailleurs public dans des ouvrages publics, donc je peux le dire, j'ai présidé des éléments d'analyse, d'évaluation de la menace irakienne. Nous n'avions pas exactement les mêmes que les Américains. Surtout, nous ne faisions pas les mêmes extrapolations à partir des données fragmentaires de renseignements que nous avions. Mais je dois vous dire que nous étions convaincus qu'il y avait un programme chimique et un programme balistique. Probablement aussi un programme biologique. Avec pas exactement les mêmes conclusions qu'on pouvait en tirer que celles de l'administration américaine, et spécialement l'administration Bush, pour lesquelles c'était un instrument, une arme idéologique. Mais pour nous, on avait une vraie préoccupation de sécurité. Donc, je reviens à Thérèse. Thérèse, pour elle, ça, c'est l'enfer. La capacité à développer clandestinement des armes de destruction massive, pour reprendre cette expression que nous n'aimons pas beaucoup, mais qui est commode. La capacité à violer les engagements internationaux comme le TNP et les autres, la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, etc., à ne pas respecter ces engagements, et je dirais à ne pas respecter les valeurs internationales. Ça, c'était vraiment casus belli pour Thérèse Delpech. Donc ça pouvait justifier, effectivement, une opération militaire, quel qu'en soit le coût, compte tenu du risque que font peser ces armes. Et du coup, aussi, ça traque des programmes biologiques, sa dénonciation violente du programme biologique russe, soviétique. Du coup aussi, sa capacité à développer et à sa volonté de forcer l'appareil d'État français à véritablement organiser un contrôle des exportations et des transferts de technologies. La traque des cargos qui passent au large de tel ou tel pays, son soutien aux initiatives de lutte de contre-prolifération, comme on a dit à partir du milieu des années 90, la contre-prolifération. C'était fondamental. Pourquoi ? Parce que ces armes ont un pouvoir de destruction tel qu'elles dépassent l'imaginable. C'est ça le point de sa réflexion. Et ça explique une bonne partie de ses positions.
Il en est de même dans le domaine nucléaire. Et ça m'amène à parler de la dissuasion. Ce que Thérèse redoute, c'est que les limites posées par la dissuasion sautent un jour. Elle redoute qu'on passe à l'acte. Elle redoute que la folie de l'utilisation de l'arme nucléaire soit un jour déclenchée. Et pour elle, ça c'est véritablement le risque probablement majeur qui sert de toile de fond à une bonne partie de sa réflexion stratégique. Du coup, elle valorise énormément, ça peut lui avoir été reproché, elle valorise énormément le rôle de la dissuasion, bien sûr, dans la stratégie de défense de la France, mais elle considère, à mon sens, à juste titre, que l'existence d'armes nucléaires, l'existence de programmes de développement des armes nucléaires dans beaucoup de pays est une donnée désagréable, malheureuse, mais est une donnée de fait que nous devons prendre en compte dans notre stratégie. Et donc ça m'amène à dire un mot, il y aura une table ronde, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais simplement à dire un mot sur ce qu'elle pensait de la dissuasion. Je n'ai pas vu, encore une fois, je dis ça avec précaution, puisque je n'ai pas lu le document qui est paru sous l'égide de la Rande, mais je note qu'en 2010, elle insiste sur la nécessité, dans des notes qui sont en partie personnelles, en partie publiques, la nécessité de, en permanence, penser la dissuasion et d'adapter cette pensée aux évolutions internationales. Elle précise notamment que lorsqu'on passe d'une dissuasion à 2, bloc à bloc, Moscou, Washington, à une dissuasion à 3, où Pékin vient jouer un rôle, la discussion à 3, le rapport de force à 3, ça n'est pas la même que lorsqu'on est dans un face-à-face entre soviétiques et américains pour l'essentiel. Elle insiste sur la nécessité de réfléchir aux conséquences de l'irruption dans le club nucléaire des nouveaux venus, qui n'auront pas forcément, comme vous le savez, comme on le dit, mais on n'en sait rien, le même type de réaction que les Occidentaux et les Russes sur la gestion du nucléaire. Donc les perturbateurs que peuvent être un jour l'Irak, demain l'Iran, la Corée du Nord, ou le type de relations spécifiques qui se développent avec la mise en œuvre des programmes indiens et pakistanais, appellent une réflexion sur l'adaptation de la dissuasion et aussi une réflexion sur le développement nouveau à attendre dans le domaine du contrôle des armements, et notamment elle insiste sur la nécessité de remettre sur le métier l'arms control. En 2007-2008, avec elle, nous avons étudié des scénarios de rupture, en effet liés à l'utilisation ou non de l'arme nucléaire. Et je cite simplement ce qui est le fondement et pourquoi on ne cesse de nous dire le discours sur la dissuasion aujourd'hui est figé. Oui, mais comment est-ce qu'on pourrait imaginer autre chose s'agissant de l'arme nucléaire, tant qu'il y a des armes nucléaires, que la dissuasion. Et c'est ce qu'elle écrit à plusieurs reprises dans ses carnets. Je cite, « Aussi longtemps qu'il y a des armes nucléaires parmi nous, la solution la plus acceptable, certains diraient la seule, est la dissuasion, la meilleure de loin de toutes les alternatives possibles. Aussi longtemps que ces armes diaboliques sont là, notre tâche prioritaire est d'en faire le seul usage acceptable, c'est-à-dire par la dissuasion, prévenir par elle l'apparition des guerres et la détérioration des conflits régionaux. » On revient à Raymond Aron. La dissuasion est là pour empêcher que des conflits régionaux ne dégénèrent en conflits mondiaux, en conflits totaux, ou qu'un conflit d'intensité non en dessous de la dissuasion ne devienne brusquement le trigger, la gâchette qui permettrait de passer aux extrêmes. Dissuasion, terrorisme, juste un mot pour dire que sa conception, et ça on en vient, j'arrive près de la fin, excusez-moi, je suis un peu trop long, le terrorisme, elle ne cesse de dénoncer dans les années 90 et au début des années 2000, là aussi du fait notamment, mais pas seulement, de la menace NBC, elle ne cesse de dénoncer l'insuffisante adaptation des Européens face au risque de terrorisme. Et donc elle va être partisane dans nos discussions de 2007-2008, en effet, de l'adoption de la notion de sécurité nationale qui a suscité quelques remous ici et là. Tout simplement parce que ces menaces qui ont un caractère systémique, qui peuvent mettre en cause la vie ou la continuité de la vie de la nation ou du fonctionnement des pouvoirs publics, pour parler comme la Constitution de la Ve République, ces éléments-là doivent être pris en compte
par une stratégie globale qui intègre les menaces qui ne sont pas spécifiquement et exclusivement militaires, mais qui intègre toutes les menaces systémiques susceptibles de mettre en cause la vie de la nation. Et le terrorisme est au premier rang de ces menaces, en particulier après l'année 2001 et les attentats du 11 septembre. Je cite une de ces notes du 19 avril 2010. « Il y a en Europe une répugnance à comprendre le terrorisme pour ce qu'il est, non pas une menace tactique, mais une menace stratégique. Une guerre déclarée par un mouvement totalitaire ayant moins de parenté avec l'islam qu'avec les idéologies totalitaires du XXe siècle. » Pourtant, en novembre 2011, lorsque nous avons travaillé sur l'actualisation du livre blanc, elle me dira qu'elle se demandait si en 2008 nous n'avions pas donné trop d'importance au terrorisme dans la stratégie de défense. Non pas parce qu'elle estimait qu'il fallait revenir sur la notion de base qui structure la réflexion du livre blanc à l'époque, mais parce qu'elle estimait que nous avions peut-être sous-estimé d'autres facteurs, en termes relatifs, en poids relatifs au sein du livre blanc, d'autres facteurs qui sont apparus depuis comme très importants. Je voudrais simplement en citer un, parce qu'on en a souvent parlé, celui de la sécurité maritime. Il est clair que le prochain livre blanc traitera beaucoup plus des questions de sécurité maritime que celui de 2007-2008. Et on le devra notamment aux réflexions de Thérèse Delpech sur les problématiques qui notamment innervent toute la question de la sécurité en Asie. Mais pas seulement en Asie, on le voit aussi au large de l'Afrique. C'est un élément tout à fait important. Donc, ça m'amène simplement à dire, tous ces éléments débouchent sur une très grande influence de Thérèse Delpech dans la préparation, la conception et l'élaboration du livre blanc de 2008, et notamment dans la notion de sécurité nationale, et aussi, je dirais que les passages qui ont trait à la nécessité de développer la résilience de la société française face à ce type de risque, lui doivent également beaucoup. J'approche du terme juste pour vous dire que ces analyses d'ensemble la conduisent aussi à tirer des conséquences de développement à la fois technologique, stratégique, géopolitique, de l'analyse des menaces, sur le plan des priorités à assigner à nos forces armées, et notamment des priorités militaires. La première conséquence est pour elle que la fin de la guerre froide, la nécessité de comprendre l'adversaire, de comprendre les risques, de comprendre les menaces, d'exercer notre intelligence dans le domaine stratégique, la conduisent à mettre en avant l'impératif du renseignement et de la capacité d'anticipation. Pas seulement le renseignement, mais aussi la capacité d'anticipation que peuvent apporter les appareils diplomatiques, de coopération, d'analyse. Et c'est ce qui s'efforcera de refléter le livre blanc. Deuxièmement, la conduisent aussi à valoriser, et elle a participé à plusieurs groupes de travail dans ce domaine qui ont rendu des rapports dont certains sont célèbres, entre guillemets, dans l'administration française, sur le rôle de l'espace, dont elle estime qu'elle conduit ce rôle, il conduit à bouleverser les stratégies modernes et qu'il est au cœur des nouveautés de l'art de la guerre. Rôle de l'espace qui, dans la programmation française, est encore bien peu développé. Elle la conduit aussi à valoriser très fortement dans les choix militaires tous les éléments, tous les instruments qui sont susceptibles d'être, je dirais, à capacité multidimensionnelle et à être présent dans les conditions de la guerre moderne, et en particulier les capacités sous-marines, et notamment les sous-marins nucléaires d'attaque. Ça a été un de nos grands débats au sein de la Commission, et un de nos grands débats fertiles dans le dialogue fécond que nous avions à l'époque avec le ministère de la Défense, que de faire attention à ce que ce type de capacité, qui est par définition furtif, multiple, lié à la fois à l'action des forces spéciales ou à l'action de la poursuite ou à l'action de l'action vers la terre, aussi bien que l'action en mer, puisse être présent dans l'arsenal français comme un instrument de son indépendance, de son autonomie stratégique. Et par conséquent, disposer de ces instruments, pour elle comme pour nous, et j'allais dire comme pour moi, c'est une condition essentielle de notre présence dans l'organisation atlantique, y compris dans ses structures militaires. Nous pouvons être dans l'organisation atlantique si nous disposons des capacités de l'autonomie stratégique. Je voudrais pour finir témoigner de son respect pour les soldats. Non seulement sont des soldats dans l'histoire, mais des soldats, je dirais, au jour le jour. Il était extrêmement frappant de voir que cette femme extrêmement érudite, capable d'être très combative, comme on l'a dit dans le débat, y compris dans les enceintes fermées ou les enceintes ouvertes, extraordinairement respectueuse des limites que doit
s'imposer celui qui est expert, stratège, philosophe, analyste. Il y a une limite qu'elle ne franchissait jamais. Ça fait partie de son éthique. C'est comme si elle s'était en quelque sorte interdit d'aller au-delà d'un certain type de considération parce qu'elle estimait qu'à partir d'un certain seuil, elle n'était plus compétente. Et donc la capacité à se restreindre, ça ne voulait pas dire qu'elle n'avait pas son propre avis, mais la capacité à restreindre le champ de l'analyse à ce qui était véritablement le champ de ce dans quoi elle pouvait apporter son expertise intellectuelle, stratégique, sa réflexion. Mais se dire, il y a une limite que je ne franchis pas, parce que là, on entre dans le domaine qui est le domaine de l'opérationnel, du métier du soldat, et que ça, c'est leur domaine. Et donc, je ne franchirai pas cette ligne. C'est aussi un élément fondamental de la capacité de celui qui réfléchit sur la stratégie, de savoir où il s'arrête dans l'exploitation ou dans l'utilisation de son expertise. Et je dirais que Thérèse savait faire ça avec une grande finesse. Et je crois que le salut respectueux des responsables militaires le jour de ses obsèques était un prêté pour un rendu. Enfin, la suprématie, après avoir dit cela, la suprématie du politique sur le militaire est évidemment quelque chose qui est permanent. C'est-à-dire, dans la stratégie, le fait que la définition politique et que la conduite politique de la guerre doit s'imposer est un élément qui est permanent dans sa réflexion. Elle ne cesse de dire que Hitler a perdu une guerre que Manstein et Rommel pouvaient peut-être gagner. Elle ne cesse de dire que Weygand pariait sur l'échec de Churchill, mais que c'est Churchill qui a gagné la guerre, etc. Donc, ça renvoie à une chose, cette question de la suprématie de la conduite politique, ça renvoie à une chose, c'est son interrogation, son inquiétude sur la crise du système de décision, en particulier chez les pays occidentaux. Que cette crise du système de décision politique mine la volonté de défense commune des Européens, et son inquiétude ces derniers mois, enfin les derniers mois de sa vie, pardon, son inquiétude, c'est que cette crise du système de décision politique ne gagne les États-Unis d'Amérique. Et si on a une crise du système de décision politique, alors notre stratégie est par terre. Juste pour terminer, quelles conséquences elle va en tirer? Elle va en tirer une conséquence sur la nécessité impérative pour les démocraties occidentales de garder leur sang-froid. Et elle va renvoyer par cela, dans une des dernières pages de ce livre de La guerre parfaite, elle va renvoyer une problématique que je vous laisse par malice, pour ceux qui vont parler bientôt de dissuasion autour de cette table. Les nations les plus développées devront faire preuve de plus en plus de retenue et de modération face aux provocations qui ne manqueront pas de venir. On est en 1998. Le sang-froid et la mesure seront des protections plus sûres, dans bien des cas pour nos sociétés, que les missiles antimissiles. Ils s'imposeront d'autant plus que l'interdépendance des États, souvent vue comme un facteur inhibiteur de la guerre, parce qu'elle causerait autant de dommages à l'agresseur qu'à l'adversaire, peut aussi, en fait, avoir pour effet de généraliser rapidement un conflit à partir du moment où il atteindra une certaine ampleur. Elle finit sur une pirouette qui me fait sourire. Comme il s'agit là de qualité morale et de talent intellectuel, le sang-froid, la partie n'est pas gagnée. Merci.